Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Le postpartum fait référence à la période qui suit l'accouchement. Généralement, on considère qu'il couvre les 6 premières semaines qui s'ensuivent. Beaucoup de femmes et de futures mamans s'interrogent sur l'impact physique, mais également émotionnel et psychique de l'accouchement et de la maternité. Selon l'enquête nationale périnatale 2021, 16,7% des femmes ayant accouché en mars 2021 en France ont présenté des signes de dépression postpartum 2 mois après leur accouchement. Ce que révèle cette étude, c'est l'extrême vulnérabilité dans laquelle les nouvelles mères peuvent se retrouver et pourquoi il est essentiel de les accompagner. Je vous propose de plonger au cœur du sujet dans cet épisode avec Marine. Marine est sage-femme de profession et a accompagné des centaines de femmes dans leur parcours postpartum. Elle nous partage son expérience et son expertise qui, je l'espère, permettra de guider certaines d'entre vous dans cette période de votre vie. Bonne écoute! Bonjour Marine. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir en tant qu'invitée sur le podcast de Naviguer sa féminité, d'autant plus que tu es la première professionnelle de santé que j'ai la chance d'avoir sur l'émission. Donc merci à toi d'avoir répondu présente. Marine, tu es du coup sage-femme depuis 5 ans. Tu exerces à 50% en libéral dans un cabinet et 50% en structure, en salle de naissance et en maternité, mais tu vas nous en dire un petit peu plus là-dessus. Aujourd'hui, tu vas nous partager ton expertise et ton expérience sur le sujet du postpartum. Mais avant de démarrer, je te propose de te présenter. Eh bien, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Je suis ravie d'être ici sur ce podcast et je travaille effectivement en tant que sage-femme depuis 5 ans. J'ai tout d'abord commencé à 100% à l'hôpital et puis j'ai eu envie et besoin de changement, d'une approche un peu différente et plus globale. Et donc, je me suis installée dans un cabinet libéral il y a un peu plus d'1 an. Je suis passionnée de danse, de voyage et puis évidemment de mon métier. J'ai eu une chance incroyable de pouvoir accompagner des couples dans des moments intimes et précieux de leur vie. Et voilà, j'ai toujours eu envie de travailler dans le milieu médical et puis dès la première année de médecine, j'ai su que c'était ce métier que je voulais faire. C'est un métier qui est très très diversifié, on peut faire beaucoup de choses, c'est très riche et ça me nourrit quotidiennement. Voilà. Malgré tout, ça reste un travail difficile physiquement et avec des gardes de nuit, par exemple, plusieurs gardes de nuit qui peuvent s'enchaîner, mais aussi psychologiquement, il y a de grandes responsabilités et parfois des histoires, des naissances qui sont plus difficiles et qui peuvent, qui résonnent un peu plus en nous et qu'on emporte avec nous, même au-delà des portes de l'hôpital. Mais en même temps, c'est ça de travailler avec de l'humain, c'est passionnant et effrayant à la fois. Et puis depuis un peu moins d'1 an, j'ai créé le compte Instagram La Minute Sage-Femme, qui a pour but, j'informe sur la grossesse, la maternité. Et l'idée, c'était aussi de créer un lien entre les mamans qui ont des termes proches, grâce à des groupes d'échange qui sont gratuits. Je me rends compte à quel point la maternité peut isoler et c'est hyper important pour moi d'essayer de trouver des solutions pour rompre ce phénomène. On s'est dit que le gros sujet du jour, ça allait être le sujet du postpartum. Alors c'est vrai que c'est une thématique dont on parle de plus en plus, notamment, je pense, l'impact du postpartum sur la santé mentale, sur la partie émotionnelle. Et on va aussi du coup aborder ce sujet-là pendant cet épisode. Mais ce que je te propose, c'est de démarrer par une partie qui, je trouve, est peut-être un petit peu moins évoquée. Ou en tout cas dans des sphères un petit peu plus intimes, c'est du coup l'impact du postpartum sur le corps
les répercussions, on va dire, physiques que peut avoir le postpartum, qui, je pense, est un sujet un peu délicat parce que un sujet très intime. Parfois, les femmes aussi se sentent mal à l'aise de discuter de ces sujets-là, mais ça ne fait pas de ce sujet un sujet moins important. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on puisse l'aborder ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, quel est l'impact physique qui est causé par le postpartum? Qu'est-ce qui se passe finalement physiquement dans notre corps après l'accouchement? Oui, tout à fait. Alors après l'accouchement, il va y avoir la délivrance, donc le placenta qui s'en va, et donc ça va créer une cicatrice qui va continuer à saigner, donc ce qu'on appelle les lochies. C'est comme des grosses règles le premier jour, le deuxième jour, et puis après ça va diminuer au fur et à mesure. Les saignements, généralement, alors c'est très variable d'une femme à une autre, mais ça peut durer de 3 semaines à un peu plus d'un mois. Et à la fin, c'est vraiment des petits saignements qui peuvent être assez gênants, mais qui ne sont pas en grande quantité. D'accord. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est que c'est important de ne pas prendre de bain, de ne pas aller à la piscine, de ne pas mettre de tampon pendant au moins un mois. Moi, je donne souvent un mois comme délai à mes patientes pour éviter tous les risques liés aux infections. D'accord. Et donc, ces Euh, saignements, c'est lié finalement à l'évacuation de la muqueuse utérine. C'est quoi exactement? En fait, le placenta s'en va et du coup, ça laisse comme une plaie au niveau de l'utérus qui va cicatriser et donc qui va effectivement continuer à saigner jusqu'à temps que tout se répare et que tout se Ouais. remette en place. Après, on va avoir tout ce qui est cicatrisation au niveau du périnée, si c'est un accouchement voie basse. Donc, les premiers jours peuvent être effectivement un petit peu difficiles. Il peut y avoir un œdème qui est causé par l'étirement du périnée, la sortie du bébé. C'est un œdème qui est physiologique, que beaucoup de femmes ont. Et puis, s'il y a eu des sutures, effectivement, il peut y avoir une gêne au niveau des points. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que on peut prendre plus de médicaments que pendant la grossesse, même si on allait. Et D'accord. donc, faut pas hésiter à dire qu'on a mal. Et puis souvent après l'accouchement, on n'a plus très envie d'avoir mal. Donc voilà, faut pas rester comme ça. Et on a de quoi vous soulager. Souvent, cette gêne, elle dure le séjour à la maternité, un petit peu le retour à la maison, et puis de jour en jour, ça va diminuer. Et ça, c'est important d'avoir cette chronologie-là, que ça diminue, parce que ça nous permet aussi de vous dire que si ça ne diminue pas, c'est pas normal, et donc il faut effectivement reconsulter. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes d'ordre physique qui sont hyper fréquents après l'accouchement? Je pense notamment de par l'expérience de certaines femmes autour de moi qui ont connu assez récemment la maternité. On m'a parlé de problèmes d'hémorroïdes, on m'a parlé de constipation. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des choses un peu comme ça qui sont assez typiques après un accouchement et que dont tout le monde n'est pas forcément au courant? Oui, tout à fait. Bah voilà, comme tu l'as dit, les hémorroïdes, c'est très fréquent. Donc, ce sont des veines qui ressortent au niveau de l'anus. C'est souvent dû au fait d'avoir eu des poussées, pour faire sortir le bébé. Et donc, il peut y avoir une sortie de ces veines et donc de ces hémorroïdes. Donc, pareil, on a de quoi vous soulager, des crèmes, des suppositoires. Et voilà, souvent, ça dure pas très longtemps. Ça dure quelques jours et puis ça revient spontanément dans l'ordre. Si c'est pas le cas, évidemment, on oriente vers un médecin qui va pouvoir donner des médicaments plus forts, voilà, voir si tout est ok. La constipation, ça aussi, il faut le temps. Souvent, les dames, elles ont un peu peur aussi. Il y a aussi, je pense, Mm. un côté psychologique qui joue vraiment au niveau de la constipation. Donc, ne pas hésiter à demander des laxatifs pour que ça reprenne en douceur, puisque plus on attend et plus la constipation est importante. Plus on Ouais. se retient d'aller à la selle et plus après c'est difficile d'y aller. Et c'est un sujet souvent tabou, mais c'est vraiment quelque chose qui revient très fréquemment. Après, il y a ce qu'on appelle les tranchées, ce doux nom pour parler des contractions post-accouchement qui peuvent encore être là et qui ont pour but de faire rétrécir l'utérus pour qu'il revienne à sa place, D'accord. c'est-à-dire au niveau pelvien. Et donc, ce sont des contractions qui peuvent avoir lieu préférentiellement au moment de l'allaitement, puisque l'hormone qui permet d'éjecter le lait, c'est l'ocytocine. Et c'est aussi l'hormone qui permet de donner des contractions. Donc, c'est D'accord. un signe que votre bébé tète bien, mais ça peut faire mal. Et plus on a d'enfants, plus c'est douloureux, puisque plus l'utérus a besoin de se recontracter pour retourner en bas. Mm. Et donc ça, pareil, on vous donne tout ce qu'il faut en médicaments.
Et est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur tout ce qui est rééducation du périnée? Parce que ça, c'est un truc dont les jeunes mamans parlent beaucoup, c'est un gros sujet. À quel moment est-ce que on démarre typiquement une rééducation du périnée? Ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a des techniques particulières pour cette rééducation, des choses en particulier à faire? On a vu notamment ces dernières années pas mal d'innovations, en tout cas sur le marché de la rééducation du périnée. D'un point de vue médical, du coup, ça se passe comment? Donc, au niveau de la rééducation du périnée, quand vous sortez de la maternité, la plupart du temps, vous avez une ordonnance de rééducation et on vous dit d'aller consulter à partir de 6 semaines à peu près, 6-8 semaines après la naissance de votre bébé, c'est-à-dire après la visite postnatale. Donc, la visite postnatale, elle permet de clôturer la grossesse. C'est une visite qui est faite soit avec une sage-femme ou un médecin, généralement la personne qui a suivi la grossesse, puisque voilà, c'est plus facile. Et donc, on clôture ça et on fait un bilan périnéal. On vous pose des questions, on vous demande déjà s'il y a des fuites urinaires, par exemple, s'il y a des symptômes. Et avec ce bilan, on va pouvoir vous orienter s'il n'y a pas besoin de rééducation du périnée, ça arrive, Mhm. ou alors si effectivement il y en a besoin, et on va organiser un programme pour savoir combien de séances il y en a besoin. Puis ça va aussi évoluer en fonction de la récupération du périnée, notamment s'il y a des symptômes. Avant ces 6 semaines-là, il est fréquent juste après l'accouchement d'avoir des fuites urinaires. Les dames, elles ont souvent toute la zone périnéale un petit peu endolorie. Voilà, il faut pas s'inquiéter. C'est pas. Alors, ça peut perdurer, mais ça peut aussi ne pas perdurer. Il faut juste laisser le temps à son corps. Je dis souvent à mes patientes que ce qu'elles peuvent faire avant 6 semaines, c'est d'essayer juste de contracter le périnée, juste de ressentir, voilà, des choses et ce qu'elles ressentent, qu'elles arrivent à contracter, pas contracter. Alors, on fait pas de stop pipi. C'était très à la mode il y a quelques années, mais ça ne l'est plus et c'est même dangereux. C'est-à-dire d'arrêter la miction, enfin d'arrêter d'uriner au moment où vous êtes sur les toilettes, Ouais. de couper en fait le pipi et de recommencer. Ça, c'est vraiment pas conseillé du tout. Ok. Mais par contre, moi, je leur dis qu'elles peuvent juste essayer de contracter, de relâcher, voir ce que ça donne, assises, debout, et voilà. Et avant 6 semaines, on n'en fait pas plus. Faut laisser D'accord. le corps, faut laisser le temps au corps de se remettre de l'accouchement. Alors, j'imagine que d'une femme à l'autre, le temps de récupération physique post-accouchement n'est évidemment pas le même. J'imagine également que le mode ou la manière dont on a accouché, à savoir naturellement par voie basse ou par césarienne, a aussi une implication. Mais globalement, combien de temps est-ce que ça dure ces séquelles ou en tout cas ces répercussions physiques de l'accouchement? Souvent, pour une césarienne, je leur dis que il faut quand même compter 2-3 semaines avec une mobilité vraiment réduite, avec une cicatrice qui tire où on se sent pas très bien. Voilà, au bout de 2-3 semaines, souvent, elle commence à se sentir vraiment mieux. D'accord. Pour un accouchement voix basse, c'est plus rapide. Au bout de déjà une semaine, 10 jours, quand on les voit à domicile, le deuxième rendez-vous par exemple à domicile, il est souvent aux alentours du 10e jour. Ben souvent je trouve que les femmes se sentent mieux et voilà. Après tout dépend de comment elles vont accoucher, s'il y a des grosses Ouais. cicatrices, si voilà, ça, c'est sûr, s'il y a une hémorragie du postpartum, si voilà, de comment s'est passé l'accouchement. Mais généralement 2-3 semaines, on se sent quand même vraiment mieux. Et donc la règle, est-ce que c'est à partir du moment où on se sent mieux, on peut redémarrer ses activités entre guillemets du quotidien? Je sais pas si je suis une sportive, est-ce que je peux retourner aller faire du sport? Il y a aussi pas mal de questions, je pense que les couples se posent sur à quel moment reprendre une activité sexuelle ou pas. Est-ce qu'il y a du coup des règles en termes de timing? Donc on se sent mieux, on peut y aller. Alors, ça dépend de quoi on parle en termes d'activité physique, mais pour moi, par exemple, la marche, c'est quelque chose qu'on peut reprendre dès qu'on se sent mieux. Voilà, c'est important pour moi de sortir tous les jours voilà, dès que vous le sentez. Ça fait du bien à votre bébé, ça fait du bien à vous. Pas besoin de faire voilà des kilomètres, mais de marcher un petit peu, Ouais. c'est bien. C'est très bon aussi pour la circulation sanguine. Après, pour tout ce qui est activité plus physique, sportive, pas avant la rééducation du périnée, pas avant le bilan périnéal. C'est important pour pas créer de lésions encore plus importantes ou de dégâts encore plus importants qu'il peut y avoir sur le périnée. Et puis ça laisse aussi le temps au corps, voilà, de se remettre de tout ça. L'utérus, ben, il y a plus vraiment sa place. C'est souvent les femmes après, elles ont l'impression que tout bouge un petit peu dans leur ventre.
Mm. cette sensation un peu désagréable qu'elles peuvent décrire. Et c'est important de laisser de laisser le corps se remettre de tout ça. Donc moi pas avant 6 8 semaines ouais, pour reprendre pour au moins avoir le bilan périnéal et qui lui va pouvoir déterminer la reprise d'une activité physique quand. Concernant la reprise d'une activité sexuelle, je leur dis que c'est souvent quand le couple est prêt, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Généralement, c'est bien d'attendre l'arrêt des saignements. Souvent, c'est ce qui est fait, et au moins, au minimum, d'attendre qu'il n'y ait plus de fil, que les sutures soient tombées, enfin soient pardon cicatrisées et que les fils soient tombés. D'accord. Oui, ça paraît logique. C'est comme ça. Voilà. Et surtout, il faut pas que les couples hésitent à utiliser des lubrifiants, puisque au niveau hormonal, tout est un petit peu perturbé après l'accouchement et surtout si vous allaitez. Et donc la lubrification peut vraiment être modifiée et au niveau de douleur et tout ça, le lubrifiant pour moi c'est un indispensable de la reprise d'une sexualité en postpartum. Et est-ce qu'il y a des choses que les femmes du coup qui vivent leur postpartum peuvent faire à la maison, des exercices? Tu parlais par exemple directement après l'accouchement de faire cet exercice, d'essayer de contracter le périnée juste pour voir comment est-ce que ça réagit, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des petites choses un peu simples à faire pour aider à la récupération physique tout simplement après l'accouchement? Non, pas particulièrement. Je dirais juste d'éviter de porter des charges lourdes. Ça, c'est vraiment un truc que je leur conseille. Et encore plus si on a eu une césarienne. Le maximum de poids que vous pouvez porter, c'est votre bébé. C'est voilà la phrase que je dis souvent pour justement éviter toutes les pressions sur le périnée, les pressions vers le bas. On veut qu'il y en ait le moins possible. Donc pas de port de charge lourde. Et puis voilà. Si elles sont pas non plus obligées, hein, je leur impose rien. Au niveau d'essayer de retrouver des sensations au niveau périnéal. Je leur dis juste que si elles ont envie, et voilà, en tout cas, elles peuvent essayer effectivement, on contracte, on relâche, on essaie de voir s'il y a des sensations, souvent ça les rassure, mais on fait pas plus. Et est-ce que globalement, il y a des signes, on va dire, à surveiller? Tu évoquais par exemple les saignements après l'accouchement, et notamment le fait que ces saignements doivent se réduire, etc., au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres signaux qui qui doivent nous alerter, des signaux physiques, du coup, après un accouchement, que ce soit directement après d'ailleurs, ou même encore quelques semaines après? Oui, carrément. Et c'est hyper important d'en parler. Je trouve que on en parle pas assez. Les dames sont pas assez informées de ça. Mais déjà, pour moi, les douleurs qui sont pas calmées par les antalgiques, alors que ça l'était à la maternité, par exemple. Ça, c'est un signe qui doit amener à consulter. Des pertes de sang qui sont abondantes, aussi abondantes que le premier jour, c'est pas normal. Ou avec des caillots après le retour à la maison. Ça aussi, ça doit amener à consulter. Des pertes de sang qui ont une odeur inhabituelle, quelque chose qui vous surprend par rapport au premier jour. De la fièvre, ça c'est vraiment ça c'est non négociable. De la fièvre, il faut aller consulter. Une douleur au niveau d'un mollet, puisque en postpartum on augmente le risque de phlébite. Mhm. Voilà, le corps est bien fait, il y a une hypercoagulabilité pour éviter de saigner à l'accouchement, mais du coup, on augmente aussi effectivement le risque de phlébite et du coup d'embolie pulmonaire. Donc une douleur dans un mollet, des difficultés respiratoires, ça vraiment on se pose pas de questions. En postpartum, nous c'est des gros signaux d'alerte. Et après, plutôt au niveau mammaire, tout ce qui est s'il y a un endroit qui est très rouge, qui est chaud, qui peut être aussi associé à de la fièvre, ça fait des signes d'engorgement, puis de mastite, voire d'abcès mammaire. Donc ça, voilà, c'est des choses qui doivent vous amener à consulter aux urgences gynécologiques de là où vous avez accouché. D'accord. Et est-ce que tu as eu des cas, toi, dans ton expérience personnelle, justement, de situations un peu comme ça où il y a eu des signaux d'alerte, des cas de complications après un accouchement? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu des patientes qui sont sorties de la maternité, tout allait bien, et puis des douleurs associées à des saignements qui s'arrêtaient pas vraiment, qui perdurent, des petits caillots, et puis forcément quand on va à domicile, on oriente les femmes, et puis arrivé à la maternité, effectivement, il y a une infection au niveau de l'utérus, il reste un morceau de placenta. D'accord. Et du coup voilà, ça peut amener à avoir un traitement antibiotique. Après,
Il y a aussi tout ce qui est la prééclampsie. Donc la prééclampsie, c'est une maladie de la grossesse et du postpartum qui allie une hypertension avec des protéines dans les urines. Et un des symptômes de la prééclampsie, c'est les maux de tête et les œdèmes. L'un, l'autre, ou les deux associés, avec plus ou moins ce qu'on appelle des phosphènes, c'est-à-dire des petites mouches devant les yeux ou des bourdonnements dans les oreilles. Donc, si vous avez effectivement ces symptômes-là, c'est aussi des symptômes qui doivent vous alerter, et pendant la grossesse, et pendant les 6 semaines qui suivent le postpartum. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des patientes qui sortent de la maternité où tout va bien, vraiment, elles ont 12,7 de tension, tout est OK. Et le lendemain, on arrive à domicile et la dame, elle a 20,10 de tension, et là, c'est la catastrophe. Et on l'envoie très très vite consulter pour faire un bilan sanguin et puis pour avoir des antihypertenseurs qui font redescendre la tension. Généralement en quelques jours tout redevient à la normale, mais c'est important de consulter puisque le risque ici ce sont les convulsions. Donc c'est important d'avoir juste en tête ces signaux d'alerte sans pour autant être très très stressé, mais voilà, juste de l'avoir en tête. Oui, effectivement, c'est toujours mieux de prévenir, entre guillemets, que de guérir. Donc, au moins d'avoir conscience des signaux ou des choses qui sont justement à surveiller et peut-être évocateurs d'un problème. C'est effectivement super important aussi pour prendre soin de soi et de sa santé après un accouchement. On a pas mal discuté là, du coup, de tout l'aspect physique et il y a déjà énormément de choses. Le postpartum n'a pas uniquement une influence sur l'aspect physique et sur le corps, mais il a aussi une influence et un impact sur le côté émotionnel et en fait sur la santé mentale des femmes. On a aujourd'hui pas mal de données chiffrées qui montrent que typiquement la dépression postpartum, c'est quelque chose de beaucoup moins isolé que ce qu'on pensait, ou en tout cas que ce qui était communiqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi l'accouchement et tout ce qui se passe après a un tel impact sur les émotions et sur la santé mentale des femmes? Alors, l'accouchement, c'est un vrai chamboulement. C'est un tsunami émotionnel, physique, hormonal, et ça demande forcément un temps d'adaptation. Et parfois, on peut avoir ce qu'on appelle un baby blues. Ça arrive chez la plupart des femmes. C'est quand même vraiment très fréquent. Ça peut durer de quelques heures jusqu'à 2 semaines maximum. Et c'est vraiment la femme qui va pleurer, mais qui sait pas vraiment pourquoi, qui est fatiguée, qui a peur d'être une mauvaise maman, qui se remet en question. C'est important de connaître les symptômes déjà pour rassurer les dames et puis les entourer au maximum. Dans ces moments-là, elles ont besoin de se reposer, de déléguer, de n'avoir à s'occuper que de soi et de son bébé. Donc pas de tâches ménagères, pas de choses comme ça, au maximum qu'elles puissent se recentrer, et puis surtout de leur dire que ça va passer, que ça passe, que c'est chez la majorité des femmes. Et si ça passe pas, là évidemment il faut consulter. Puisque l'autre maladie du postpartum qui est souvent redoutée, c'est la dépression du postpartum, qui est une maladie grave, qui touche quand même une femme sur 5 en France, donc et qui est souvent tabou. Les symptômes, ce sont des femmes qui ont des grosses difficultés à faire face à tous ces chamboulements. Ça va durer du coup plus de 2 semaines. Ce sont des femmes qui peuvent avoir du mal à dormir, à manger, à s'occuper de leur bébé, qui peuvent se renfermer, au contraire très très sur leur bébé, ou alors pas du tout justement, et qui sont dans une vraie détresse. Et souvent on se dit ça va passer, voilà, et puis ça traîne. Et c'est important, je pense, voilà, dès qu'on a un doute, d'en parler à votre sage-femme, à votre médecin généraliste, à votre gynécologue, à la PMI, donc la protection maternelle infantile qui a dans de nombreuses villes, qui peut vous être d'un vrai soutien, puisqu'il y a une sage-femme, une puéricultrice qui va pouvoir vous soutenir, et puis vous orienter vers un psychologue, un psychiatre s'il y a besoin pour une prise en charge. Les partenaires, les familles, pour moi, le village autour d'une mère, c'est vraiment très important. Et je dis souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, mais c'est vrai. Et donc de s'entourer et de s'être créé un petit peu son village en amont, c'est-à-dire ne serait-ce que d'avoir réfléchi à qui on pourrait se tourner pour voilà, ne serait-ce que dormir 2 heures voilà, pour vous aider à surmonter ces moments qui peuvent être un petit peu difficiles. Ouais. Et est-ce qu'il y a vraiment des signaux, là de la même manière, des signaux vraiment particuliers qui doivent éveiller les soupçons des femmes justement qui vivent ces problématiques émotionnelles postpartum? Eh bien, c'est
femmes qui se sentent pas bien. Déjà, ça, je pense que, enfin, elles le ressentent. Hein, elles sont pas bien. Elles pleurent beaucoup. Elles ont peur. Elles se sentent mauvaises mamans. Elles n'imaginent pas du tout le retour au travail. Elles sont submergées par les émotions, tout ce qui leur arrive, et elles sont vraiment tristes. Il y a vraiment cette notion de tristesse. Il peut y avoir une perte d'appétit, des difficultés à dormir, des difficultés à s'occuper de son bébé, parfois un attachement à son bébé qui peut être compliqué. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes qui pour nous sont révélateurs. On utilise une échelle qui s'appelle l'échelle d'Édimbourg, qui est un questionnaire standardisé où elles répondent à des questions. Et nous, ça nous donne des chiffres qui correspondent aux questions. Et si ça dépasse un certain chiffre, pour nous, voilà, c'est le drapeau rouge, comme quoi il faut qu'on les oriente vers un psychologue. Alors parfois, en quelques séances, ça va déjà beaucoup mieux. Et puis parfois, il y aura besoin d'un suivi plus long. Et c'est pour ça que voilà, si c'est traité vite, si c'est traité bien, c'est vraiment quelque chose, une maladie qui se soigne très bien. Et donc, faut pas avoir honte parce que vraiment, ça peut toucher tout le monde, vous, moi, notre meilleure copine. Et il y a rien qui peut vraiment présager en amont de faire une dépression du postpartum. Maintenant, je pense qu'il faut aussi se dire que ça ne touche pas toutes les femmes. Donc, il faut pas non plus le redouter. Enfin, voilà, avoir une peur bleue de la dépression du postpartum avant même d'avoir accouché. Il y a des femmes pour qui ça se passe très bien et qui combattent dépression du postpartum. Et est-ce que du coup, tu aurais des conseils à partager à toutes les femmes pour essayer de limiter justement l'impact du postpartum sur la santé mentale? Oui, par exemple, anticiper au maximum les repas congelés. On en entend beaucoup parler, mais c'est pas un mythe, ça marche vraiment. Souvent, vous n'avez pas très envie de cuisiner, vous n'avez pas le temps, votre conjoint non plus, et l'alimentation, c'est vraiment un grand plaisir pour beaucoup de femmes, et il faut que ça reste un plaisir. Et donc, c'est important d'avoir des repas, et encore plus si vous allaitez, mais des repas complets et surtout des repas que vous aimez. Voilà, donc anticiper au maximum des choses, par exemple des tartes, des lasagnes, enfin voilà, des choses qui peuvent se congeler facilement lors de votre dernier trimestre de grossesse pour pouvoir les manger après en postpartum. Après, je dirais limiter les visites. Limiter les visites en maternité et à la maison. Les visites, c'est fatigant. Limiter les visites aux personnes que vous avez vraiment envie de voir. Et pas parce que ces personnes vous le demandent. Et ça, je pense que c'est important. Ça peut être difficile à mettre en place. J'imagine. Voilà. Et donc, mais l'anticiper en anténatal, donc avant l'accouchement, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être une vraie discussion à avoir avec son conjoint. Effectivement, hein, quand vous avez du mal à vous asseoir, que vous avez la poitrine qui brûle, bah, on n'a pas envie de voir le tonton qu'on voit jamais et qui vient juste pour voir le bébé. Donc voilà, ça peut être pas mal d'avoir cette discussion avant de comment on fait et puis d'étaler un petit peu les visites au maximum. J'essaie de dire 30 minutes par jour pour soi. Ça, je pense que c'est important, c'est dur, mais il faut en profiter tant que les papas sont en congé paternité pour avoir ces 30 minutes. Et ces 30 minutes, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être du temps passé à rien faire, ça peut être une lecture, ça peut être un shampoing, une douche, voilà, quelque chose qui vous fait du bien. Je pense que 30 minutes, c'est déjà pas mal pour avoir un moment pour soi et en même temps c'est facilement quand même trouvable si on a quelqu'un qui peut nous aider avec le bébé pendant ce temps-là. On entend souvent qu'il faut dormir en même temps que son bébé. Je trouve que c'est une injonction de plus donnée aux femmes, aux couples. Je dirais plutôt se reposer. En fait, quand votre bébé dort, c'est pas le moment de faire les tâches ménagères. Pour moi, il faut se reposer en même temps. Ça peut juste être se poser, regarder un film, voilà, du temps où où on pose notre cerveau. Après, les tâches ménagères, elles peuvent très bien se faire avec un bébé en écharpe ou en porte-bébé. Voilà, ça peut être le moment de plier du linge. Mais quand il dort, reposez-vous au maximum. Après, dans tous les cas, je pense que c'est important d'aller à son entretien postnatal précoce. Il a été mis en place il y a quelques années et c'est différent de la visite postnatale. L'entretien postnatal, c'est vraiment le reflet de l'entretien prénatal. C'est un entretien qui est purement psychologique, c'est-à-dire qu'on vous demande vraiment comment se passe l'arrivée de votre bébé. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on vous propose de faire l'échelle d'Édimbourg, dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai beaucoup de patientes qui viennent un peu parfois contraintes parce que je pense qu'elles m'aiment bien et qu'elles n'ont pas envie d'annuler le rendez-vous au dernier moment, mais elles n'ont pas très envie de venir.
parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ont autre chose à faire et parce qu'elles voient pas forcément l'utilité. Et puis finalement, elles me disent que ça leur a fait du bien et parfois ça m'a permis de les orienter alors que de base elles venaient pas forcément pour ça. Et quand je les vois plusieurs mois après, parce que avec la rééducation du périnée, on se voit quand même assez longtemps, souvent elles disent que ça leur a vraiment été bénéfique d'avoir ce suivi-là. En fait, du jour au lendemain, on vous donne un humain à vous occuper. Et donc c'est quand même pas rien. Enfin voilà, les changements sont quand même très importants et on banalise un petit peu l'arrivée d'un enfant alors que comme je le disais, c'est vraiment le tsunami dans une vie. Après ça peut être un tsunami très positif, mais dans tous les cas, il y aura des changements. Effectivement, les conseils que tu partageais, dit comme ça a l'air tout simple et hyper facile à appliquer, mais je pense effectivement que quand on est dans ce tsunami, comme tu disais, c'est hyper difficile de réussir à sortir la tête de l'eau, réfléchir, prendre le temps, se poser. C'est hyper important pour les femmes de réussir à le faire parce que c'est aussi comme ça qu'elles arrivent à se sentir mieux ou à réaliser quand il y a des choses qui vont pas, s'il y a des choses pour lesquelles il faut qu'elles se fassent accompagner, etc. Donc ces rendez-vous, le rendez-vous que tu évoquais là juste à l'instant, je pense est d'autant plus important et même si les femmes viennent parfois à reculons parce qu'elles ont d'autres choses à faire, c'est forcément utile. Et puis on peut aussi parler des papas parce que la dépression du postpartum, ça peut toucher aussi les pères. Donc la vigilance, ça peut être aussi bilatérale, c'est-à-dire que quand je fais les ateliers papa, je leur dis que il faut absolument qu'ils aient un œil sur les mamans, puisque ça peut aussi être eux qui donnent l'alerte, mais ça peut aussi être dans l'autre sens. Donc voilà, une surveillance réciproque. N'oublions pas les papas. Et on peut aussi parler du baby clash, puisque cette expression a été vraiment mise en avant par Anna Roy ces dernières années. Mais c'est aussi un grand chamboulement pour le couple. Et donc, je pense que c'est important d'avoir une communication vraiment fluide et de s'y préparer à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est tâches ménagères et tout ça. Anna Roy dit dans son livre Baby Clash que il faudrait voir ça comme une entreprise, comme voilà la création d'une entreprise. Et je pense que enfin en tout cas moi ces mots m'ont vraiment parlé, de mettre des réunions qu'elles soient hebdomadaires, bimensuelles ou comme vous voulez, mais en tout cas de faire un point sur ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut réadapter, de faire des listes de tâches, voilà, en tout cas d'avoir vraiment une organisation et une anticipation qui va permettre au maximum de limiter toutes les tensions qu'il peut y avoir. Parce qu'il y en aura forcément, ça c'est sûr, mais voilà, si on peut faire qu'elle soit le plus légère et le plus petite possible, c'est mieux pour tout le monde. Et puis souvent, voilà, quand on est fatigué, parfois il peut y avoir un mot qui dépasse nos pensées et voilà, vraiment être indulgent, empathique envers l'un et l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Donc une lecture du coup à conseiller aux jeunes parents, aux nouveaux parents, pour essayer de mieux appréhender cette période de leur vie. Je rajouterai du coup clairement en descriptif de l'épisode. Et donc du coup, on s'est parlé de l'impact du postpartum sur les émotions, sur la santé mentale. Effectivement, il y a aussi un jeu qui se joue de cocktail d'hormones après un accouchement qui va justement aussi avoir mécaniquement entre guillemets cet effet ou cet impact sur la charge émotionnelle, sur le bien-être psychique, etc. Mais tu l'évoquais, c'est aussi finalement l'arrivée de l'enfant et le changement de vie total qui s'opère à ce moment-là, qui aussi va avoir une influence finalement sur le quotidien des femmes. Est-ce que tu pourrais nous décrire quels sont vraiment les challenges quotidiens, les difficultés quotidiennes et les changements à prévoir pour ces nouvelles mamans? Alors le plus gros challenge, je pense, pour beaucoup de femmes, c'est, on pourrait écrire un livre, retrouver sa vie et son corps avant 10 semaines du postpartum, puisque généralement c'est le temps que dure le congé maternité. Autant vous dire que c'est beaucoup de pression et souvent infaisable. Et c'est normal puisqu'il y a des changements hormonaux, physiques, psychologiques qui peuvent durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Maintenant, il y a des nouvelles études qui sont sorties. Donc le but, ça va être de trouver un équilibre et de faire comprendre aux personnes qui mettent un peu la pression que non, en fait, vous venez d'avoir un bébé, qu'il va falloir du temps. Voilà. Mais pour ça, il faut le savoir. Il faut aussi savoir que c'est normal d'avoir ce temps-là pour se remettre
retrouver des sensations, retrouver de l'envie, retrouver le corps qui vous plaît, voilà, des choses comme ça. Après, je pense que peut aussi y avoir un gros challenge si vous souhaitez continuer à allaiter, puisque la reprise du travail va être synonyme forcément de séparation avec votre bébé. Et donc là, je pense que c'est important d'être vraiment bien accompagné, et notamment par une conseillère en lactation qui est certifiée IBCLC, ou une sage-femme avec un DU d'allaitement, qui vont pouvoir voilà, faire la transition que vous avez envie de faire, soit sur un allaitement artificiel, soit sur un allaitement mixte, soit sur complètement rester sur un allaitement maternel. Mais ça, c'est important d'avoir ça, parce que quand on retourne au travail et qu'on sait que son bébé ne veut pas prendre le biberon, c'est un vrai stress. Voilà. Après, il y a aussi le mode de garde. Ça, souvent, moi, mes patients, je leur demande d'anticiper, d'essayer au maximum d'anticiper, parce que c'est vraiment une charge mentale pour les femmes, pour les couples qui n'ont pas de moyens de garde après la naissance. Donc voilà, s'y prendre le plus tôt possible. Mais souvent, ça les oublie pas. Oui. Parce que effectivement, quand on doit retourner au travail 10 semaines après un accouchement, c'est une problématique qu'on essaie de régler assez rapidement, puisqu'on sait que notamment dans certaines, c'est pas le cas partout, mais dans certaines régions, dans certaines villes, ça peut être très compliqué de trouver soit une place sans crèche, soit une nounou. Donc oui, généralement, c'est une étape que les couples anticipent assez. Super, Marine, on arrive à la fin de l'épisode. Je pense qu'on a déjà partagé énormément d'informations super utiles sur le postpartum, et qui devraient aider pas mal de femmes dans leur parcours. Si on devait conclure en donnant 3 conseils pour mieux vivre son postpartum, ce serait quoi? Alors, je dirais, de manière assez pratique, avoir une petite desserte ou une petite table où vous pouvez, un petit panier aussi, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin pour la nuit, pour éviter de se lever. Donc ça veut dire un change pour votre bébé, des couches, des lingettes, tout votre matériel pour allaiter si besoin, pour essayer d'avoir tout regroupé, de pas courir dans l'appartement la journée ou la nuit, voilà, tout au même endroit. Ça, c'est la première chose. Okay. Après, je dirais, je pense que la communication dans le couple, c'est vraiment, vraiment important. Et pour moi, quand on est bien dans son couple, ça aide beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a chacun ses problèmes, on peut avoir de l'incompréhension, de la fatigue. Donc, vraiment essayer de mettre en place des choses avant, et une bonne communication. Et puis, je dirais d'investir dans un cours de portage, parce que ça, vraiment, ça sauve, hein, d'avoir son bébé en écharpe ou en porte-bébé sur des bébés qui ont des reflux, sur des bébés qui ne veulent pas être posés. Voilà, pour pouvoir continuer à vivre, à utiliser ses 2 mains. Et voilà, je pense que ça, c'est un vrai bon investissement. Et c'est important aussi de dire que le postpartum, il peut être doux, agréable, sans trop de douleur et bien vécu. On en parle peu du postpartum, mais quand on en parle, c'est souvent négatif. Et donc, bien s'entourer et profiter de ces moments précieux, parce que ça passe vraiment vite, et vous aurez probablement pas 15 postpartum dans votre vie. Donc ce sont des moments uniques, et de l'arrivée d'un bébé, et c'est important d'en profiter. Oui, effectivement. Là, on a couvert pas mal de sujets qui sont pas forcément les sujets les plus positifs, mais évidemment, il faut aussi voir toute cette période-là comme une période, comme tu disais, qu'on va pas vivre 15 fois dans sa vie, et qu'il faut aussi apprendre et savoir apprécier à sa juste valeur. Merci beaucoup, Marine, pour toutes ces informations. Si nos auditrices ou nos auditeurs d'ailleurs veulent prendre contact avec toi, c'est sur ta page Instagram, donc la Minute Sage-Femme. Oui. Super. Donc je partagerai toutes ces infos-là en description de l'épisode, au cas où il y aurait quelques petites questions supplémentaires ou des demandes de conseils supplémentaires. Merci encore une fois d'avoir répondu présent, et d'avoir partagé ton expérience et ton expertise sur le sujet du postpartum. Et je te souhaite une très bonne continuation. J'espère que tu accompagneras encore beaucoup de femmes dans leur maternité. Et à très vite. Merci beaucoup, à bientôt Adeline. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode, et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.